C'est la suite du dimanche de l'info avec l'analyse de l'actualité du jour. Nous ont rejoint Jean-Philippe Moinet, bonjour, fondateur de la revue civique, chroniqueur au Huffington Post. Emmanuel Perra est également avec nous, avocat, bonjour. Dominique de Montvalon, bonjour, éditorialiste politique. Et Bastien Auger, bonjour Bastien, de notre service politique. Et s'il vous voulez bien, puisqu'il est là, on va parler politique. Vous avez peut-être regardé ce sondage IFOP dans le JDD. On va rester prudent, la prochaine présidentielle, c'est dans 2 ans et demi. Mais il y a eu un autre sondage cette semaine, et là, en l'occurrence, pour ne pas le citer, qui donne une même tendance. Il y a un match qui semble perdurer. Macron-Le Pen au deuxième tour. Quand on regarde les scores au premier tour, on est dans une échelle qui va de 27, 28, 29% pour les deux candidats, Le Pen-Macron donc. Et loin derrière, on trouve Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou, et on parlera peut-être de lui tout à l'heure, François Baroin qui est testé, mais pour les candidats de la droite, qu'on peut qualifier ainsi, on retrouve à peu près le score des européennes. À noter, quand on commence à rentrer dans le détail, que pour les deux premiers, un quart des électeurs de Fillon au premier tour de la présidentielle 2017 voteraient Macron, 20% voteraient Le Pen. On retrouve un petit peu ce qui s'était passé aux élections européennes. Bon, on le rappelle, c'est dans 2 ans et demi la présidentielle, mais est-ce que le match est fixé d'ores et déjà, d'après vous ? En tout cas, on peut dire que le duel s'est installé. Alors on l'a dit, on a cette musique disant Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ont imposé le duel. Non, les Français sont grands, sont majeurs. Ils ont installé eux-mêmes ce duel, en tout cas actuellement, qui peut changer à l'avenir. Il nous reste 30 mois avant la présidentielle. Souvenons-nous, 2017, à 6 mois de la présidentielle, tout le monde s'était planté, indiquant que le vainqueur de la primaire de la droite et du centre allait être le futur président de la République. On sait ce qu'il en est advenu en 4 mois de campagne qui ont précipité les choses. Donc à 30 mois, vous avez raison de rappeler, Philippe, que les choses ne sont pas fixées. Mais la photographie est intéressante parce que ce duel est installé. L'affaissement des 2 grandes formations de gouvernement d'il y a encore quelques années, LR et Parti socialiste surtout, se confirme. C'est un effondrement pour le Parti socialiste qui ne pourra sans doute pas en rester là avec 3% d'intention de vote aujourd'hui avec Olivier Faure. Donc ce leader va devoir changer, à mon avis, d'ici quelques temps. En tout cas, il y a 2 enseignements sur lesquels on peut tout de suite ouvrir le débat. Celui finalement de cette porosité, en tout cas de ce vase communicant entre l'électorat de la gauche radicale et celui de Marine Le Pen. Ce que Pascal Perrineau a nommé le gaucho-lepénisme prend forme aussi électoralement. On voit qu'une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui est tombé à 11%, va plutôt vers Marine Le Pen, qui fait son score de 2e tour. Alors ça, on regardera le 2e tour, effectivement, attentivement, et on rentrera dans le détail, parce que ce que vous décrivez, important. Effectivement, est exact, et ça, on essaiera d'en tirer des conséquences. Aussi de 2e tour, qui est assez spectaculaire, en tout cas en termes de photographie, bien que on voit bien que les campagnes vont s'ouvrir, et puis que les partis de gouvernement pourront peut-être se reconstituer, on en parlera aussi. Et il y a 2 ans et demi. Mais sur ce premier tour, donc, est-ce que le match est installé ? C'est un peu la question qu'on vous pose là. 2 ans et demi en politique, c'est très très long. Il faut rappeler qu'à la même période, sous le précédent quinquennat, on ne savait pas qui serait candidat à la présidentielle. En tout cas, quand on a essayé de le savoir, on s'est plutôt planté, puisque personne ne savait à cette époque-là que le tout jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, serait plus tard président de la République. C'est vrai qu'en l'état actuel des choses, c'est impressionnant. Il y a à peu près 10 points entre le deuxième et le troisième. Il reste largement le temps aussi peut-être pour des forces politiques, des leaders, pourquoi pas, d'émerger dans les espaces qui restent ou qui ne restent pas. C'est toute la question. Est-ce qu'il y a un espace entre Emmanuel Macron et la droite de la droite pour qu'une droite puisse émerger ? Pour l'instant, on voit que c'est compliqué pour ceux qui prétendent incarner ce créneau-là, comme Xavier Bertrand ou comme Valérie Pécresse. Puis il y a une autre question, ce qui est à gauche de Macron, pour ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, pour ceux qui ont voté aussi Yannick Jadot aux européennes, et puis pour les déçus du macronisme aussi, puisque le problème aussi, c'est quand on va chercher des voix sur sa droite, le risque, c'est de perdre des voix à gauche. Est-ce qu'une figure, un mouvement sera capable de récupérer aussi cet espace de gauche ? En 2 ans, il y a le temps d'avoir quand même beaucoup de questions et beaucoup de réponses. Ça dit quelque chose de cette politique au jour d'aujourd'hui, pas celle dans 2 ans. Oui, pour le moment, il y a un duel Macron-Le Pen, mais... Qu'en sera-t-il ? Comme ça a été dit, nous avons appris, si ce n'était pas un réflexe spontané, nous avons appris désormais de l'expérience la prudence. La prudence dans le pronostic. Là, il y a 2 choses qui me paraissent aussi importantes. La confirmation de la volatilité des électeurs. Je préfère le dire de façon plus positive, de leur capacité à choisir indépendamment des consignes de parti ou de chef ou de présumé chef, etc.
si on le dit de façon familière, ils n'en font qu'à leur tête. Ils peuvent donc nous réserver des surprises et réserver des surprises aux candidats qui sont les deux qui sortent en tête pour le moment, hein, sans grande surprise. Les électeurs observent, jaugent, jugent et ils choisiront, mais par eux-mêmes. Hein. Et c'est une donne qui n'existait pas à ce point-là, et loin s'en faut, ces 25 dernières années. Et puis, l'autre chose, c'est la façon dont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, on va y revenir, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, lui-même étant en recul, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent être tentés par un vote qui n'est pas forcément dans leur esprit au départ un vote pro-Marine Le Pen, qui est un vote anti-Macron. Hein. C'est comme ça que c'est vécu. Donc tout ça peut réserver encore bien des surprises. C'est intéressant, mais n'écartons pas du tout, personne ne l'a fait, hein, mais n'écartons pas que la donne soit complètement bousculée d'ici le scrutin. Hein, avec l'émergence, par exemple, j'ajoute juste ça si vous permettez, si quelqu'un doit surgir, je serais bien... Ne me demandez pas qui, j'ai aucune idée. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais si quelqu'un doit surgir, hein, c'est très possible. On est tenté de dire quand même qu'il ne viendra pas du PS ni de LR. Voilà, c'est pas de ce côté-là qu'il y a un potentiel, mais quelqu'un peut surgir. Quelqu'un peut surgir qui trouble complètement ce jeu-là. À moins de le sauver de la déroute. Non, c'est très difficile de faire tourner les tables, mais il y a quand même un constat qui nous marque, qui est peut-être pas un pronostic, mais qui est la bipolarisation nouvelle depuis quelques années. On est passé du vieux duel entre une droite de gouvernement et puis un parti socialiste aujourd'hui exsangue à une nouvelle bipolarité qui ressemble presque à la vie politique américaine ou à autre chose, hein, toute proportion gardée, avec La République En Marche, mais surtout par un homme, Emmanuel Macron, parce que derrière La République En Marche, c'est... On est d'accord avec Dominique de Banvallon et plusieurs ici, je pense, pour considérer que... un petit geste pour approuver ce que vous alliez dire. Que les seconds couteaux sont vraiment des seconds, voire des troisièmes couteaux, et que du côté du Rassemblement national, après Marine Le Pen, les choses sont beaucoup plus difficiles. Ça, c'est le match auquel on a eu droit, c'est le match qui nous est présenté et qui semble le plus évident. On est... avec évidemment des réserves, 2 ans et demi, 30 mois, avec des incertitudes électorales, les municipales dans quelques mois, les régionales l'année suivante, des événements X ou Y qui peuvent tomber ou s'abattre sur la France. Même internationaux. Même internationaux, bien entendu. Un engagement de la France sur un théâtre international, un autre mouvement semblable aux Gilets jaunes, je ne veux pas prédire le pire, mais des attentats, enfin toutes choses qui soudent ou fracturent la nation. Mais au-delà de ça, il y a quand même une grande réserve dans ce sondage. C'est sur, évidemment, le casting des autres partis. Parce que quand on regarde, effectivement, on voit que les Républicains font un très mauvais score, entre 7 et 11, globalement. Mais avec des têtes d'affiche qui ne sont pas fixées. Je vois qu'on n'a même pas testé Christian Jacob, d'ailleurs. C'est toujours plutôt... il a dit qu'il ne serait pas candidat. Oui, mais bon, il ne sera pas candidat aujourd'hui, parce que l'élection n'a lieu que dans 30 mois. Je ne sais pas pourquoi. On a vu des personnels politiques se décider autrement et puis considérer qu'on n'injurie pas l'avenir complètement et qu'on peut revenir sur une position qui était temporaire. Mais Valérie Pécresse, très mauvais score. Xavier Bertrand, qui a sans doute vocation à faire mieux et qui n'est pas complètement sorti du bois, même si on le voit arriver. François Baroin, je ne suis pas sûr qu'il perdurera au-delà du moment... Qui a vocation lui aussi à pouvoir faire mieux. Qui a vocation à pouvoir faire mieux. Comme qui a vocation aussi à revenir, comme il l'a souvent fait, un peu plus derrière, à revenir. Il va essayer de défendre l'AMF, l'Association des maires de France, que le pouvoir en place regarde comme un trublion pour les municipales. Il a eu une vague de petites mises en avant avec, hélas, la mort ou le décès de Jacques Chirac. C'est quand même le Chiracien des Chiraciens. Mais vous pouvez ajouter dans la liste, sait-on jamais, Gérard Larcher. Bien sûr, Gérard Larcher aussi, même si... Casino aussi. Ça veut dire que c'est très ouvert. Ça veut dire aussi que c'est très ouvert. Non, mais... Cher Dominique de Banvallon, quand aussi on regarde le Parti socialiste, qui peut croire réellement qu'Olivier Faure sera le candidat à 3% aujourd'hui, à une déroute déjà pliée avec des candidats, avec Raphaël Glucksmann, qui est déjà dans le parti ou le micro-parti est en miettes après s'être entretué encore en début de semaine. Que reste-t-il du Parti socialiste et d'Olivier Faure, au point qu'on en a Bernard Cazeneuve qui, pendant toute la rentrée, se présentait comme un éventuel candidat à l'aune d'un nouveau livre politique. J'ajoute que... Le recours. À Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot,
Yannick Jadot fait un bon score aux européennes, mais est-ce qu'il a fait autre chose et est-ce qu'il n'est pas contesté? On voit déjà que Éric Piolle, maire de Grenoble, est présenté comme un des futurs candidats à la présidentielle possible pour les Verts. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mauvais score dans les pronostics et par ailleurs contestation également. Aucune certitude sur le fait que dans 2 ans et demi, c'est loin, lui aussi soit encore le candidat. Le seul qui reste finalement dans le tableau, c'est Dupont-Aignan, qui fait un score non négligeable, avec 6-7%. Et que le seul dont on peut penser qu'il ne sera pas doublé par quelqu'un de son parti ou pas renversé demain matin. Un peu lié au mauvais score de LR. Évidemment lié au mauvais score de LR et qu'on peut regarder comme un report d'une partie des voix de LR et puis de gens qui ne veulent pas aller jusqu'à Marine Le Pen. Pas directement. Avec en plus cette chose qui est que la dernière fois, il s'était rallié avant de se désavouer avec Marine Le Pen. Il avait quand même accepté d'être le Premier ministre d'une éventuelle présidente Marine Le Pen. Avant de revenir en arrière, quand il avait vu qu'il était le dupe de ce jeu, de ce pacte. Donc ça veut dire un échiquier quand même très ouvert, une certitude sur la bipolarisation, mais beaucoup moins sur le score que feront ces deux deuxièmes tours avec un paysage aussi fragmenté. Bon, avant de regarder le deuxième tour, il y en a un qui ne doute pas de la victoire de son parti, c'est Jordan Bardella, c'était la tête de liste Rassemblement National aux Européennes. Ce choix, il a été acté par les Français. Donc il est là. Il a été acté par les Français lors de l'élection présidentielle, il a été acté par les Français lors de l'élection européenne. Et si l'on en croit le sondage que vous citez, c'est aujourd'hui en tout cas ce grand pôle qui va structurer la prochaine élection présidentielle. Alors justement, je pense que nous allons gagner l'élection présidentielle. Juste sur les éléments de langage, cette affirmation, c'est quoi? C'est un parti qui ne doute pas ou qui veut montrer qu'il ne doute pas en tout cas? Il veut montrer qu'il ne doute pas et... entre guillemets, c'est de bonne guerre. Comment ne pas être dans la persuasion soi-même de sa victoire future, même si on voit bien qu'elle est conditionnée à beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore totalement réunis, c'est moins qu'on puisse dire. On pourra revenir d'ailleurs sur les limites de cette projection pour d'autres raisons que celle de l'analyse du deuxième tour. Mais pour évoquer ce duel qui s'est installé et surtout cette amplitude de projection pour le deuxième tour, quand même 45% pour Marine Le Pen, c'est beaucoup, voire énorme par rapport à ce qu'elle avait pu faire il y a encore 2 ans avec seulement, entre guillemets, 34%, qui était déjà une nette progression. Comment ça s'explique? C'est vrai qu'on pouvait déjà, dès 2017, on l'oublie au premier tour, quand on additionne les forces anti-système, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les extrêmes gauches, divers candidats genre UPR, M. Asselineau, donc tous ceux qui étaient en forme de national-populisme, faisaient déjà 45-48% quand on les additionnait. Donc il y avait ces forces protestataires qui sont bien présentes en France, donc on connaît les configurations, et qui deviennent agrégées, en tout cas potentiellement, par Marine Le Pen, qui arrive à les agréger. Et quand, ça s'est vu dans l'histoire, le national et le social se retrouvent, quand l'extrême droite et la gauche radicale se ressemblent sur certains aspects, le discours anti-élite, la peur de la mondialisation économique et sociale, fait que cette agrégation devient pour partie possible. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, peu importe. Après, les responsables politiques jugeront et surtout pourront agir. Mais ce constat-là du rapprochement dans les électorats de la gauche radicale mélenchoniste avec le Rassemblement national est un phénomène majeur à analyser pour la suite, parce que de la défaillance des partis de gouvernement d'opposition, la droite républicaine et de la gauche social-démocrate totalement effondrée, vient une faiblesse démocratique générale où les deux nationaux-populismes peuvent s'entretenir dans l'opinion, et la France est susceptible d'entendre ça, puisqu'elle est elle-même très protestataire, voire réactionnaire pour partie. Et donc, pour ces partis de gouvernement, je pense qu'il y a urgence à agir pour se reconstruire. Et je suis un peu en divergence avec Dominique sur un point, c'est que la surprise peut venir quand même, non pas pour le résultat final, mais pour la reconstruction qui doit venir des partis de gouvernement d'opposition, LR ou des leaderships annoncés d'ailleurs par François Baroin ce matin dans le journal du dimanche pour l'après-municipal. Donc on voit que tout le monde attend les municipales et après il y aura un an et demi pour reconstruire ou tenter de reconstruire quelque chose du côté de la droite républicaine. Et surtout du côté de la gauche socialiste qui n'est pas mélenchoniste, il faut qu'elle se reconstitue très vite. Et donc l'hypothèse Bernard Cazeneuve, je ne sais pas s'il aura envie ou pas envie, son livre laisse un certain mystère, mais on voit qu'il peut apparaître comme un petit recours, parce qu'on ne voit pas comment crédibiliser un candidat socialiste pour gagner la présidentielle, mais en tout cas pour ne pas faire 3%, qui est quand même une défaite considérable. Donc
la prochaine année va être cela. Une défaite, c'est une déroute. Face à l'entente confirmé. connivence. C'est 3% du au mieux, national il y a populiste. 2,5 dans un des sondages. Oui. Donc, et je on finirai est, sur un point, c'est qu'il y a des acteurs qui jouent avec le feu populiste, y compris chez Mélenchon. Tout le monde, dans l'état-major de la France insoumise, n'est pas évidemment sur la ligne de favoriser Marine Le Pen, mais on a certains qui, on voit bien, François Ruffin, je pense à lui, joue sur la radicalité pendant toute la séquence Gilets jaunes de manière, à mon avis, de mon point de vue, assez irresponsable, et considère que l'ennemi numéro 1 est tellement Emmanuel Macron que tout le monde comprend dans son département de la Somme que des électeurs votant Marine Le Pen peuvent être sur les mêmes positions que ses électeurs à lui. Oui, avec une nuance quand même, qui est que les principaux leaders de la France insoumise n'ont jamais appelé à une quelconque forme de connivence avec le Rassemblement national. Vous pouvez analyser ça ça pour l'électorat, ça engage que vous. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais si on parle de François Ruffin, il faut aussi dire que François Ruffin, il a donné une interview hier où il appelle plutôt à une union des gauches autour de l'écologie plutôt qu'à une quelconque forme d'union avec l'extrême droite. Quand il parle d'un bouleversement populaire ou d'un renversement populaire, on voit bien qu'il joue avec une forme d'irruption qu'on peut qualifier de populiste. Mais en même temps, on voit sur des sujets... Marine Le Pen, dans le nord de la France, dans la région Hauts-de-France, qui est sa région, on voit bien que les porosités électorales se font entre les deux mouvements. Mais sur des sujets très rapidement comme l'immigration ou la laïcité qui ont été abordés récemment, on voit bien qu'il y a quand même encore un gouffre entre ces deux. Il y a une différence nette. Alors là, vous parlez des états-majors, mais il y a aussi les électeurs. Dans ce sondage IFOP, on remarque une chose, vous avez commencé à l'aborder, 63% des électeurs de la France insoumise aux européennes, petit score pour la France insoumise aux européennes, il faut aussi mettre ça en perspective, disent pourraient voter Marine Le Pen dans 2 ans et demi. On a fait des recherches en 2017, là c'était des sorties des urnes, donc c'était plus fiable. Électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait près de 20%, ayant voté Marine Le Pen, c'était 7 à 11. Là, on est à 63%. C'est un sondage. Il y a sortie des urnes d'un côté, sondage de l'autre. Mais enfin, il y a un gap quand même qui est très important là. Est-ce que ça signifie la victoire de l'Alliance souverainiste de droite, de gauche, versus les libéraux, tout ce qu'incarne Emmanuel Macron, le libre-échange, l'Europe, etc. Le progressisme aussi. Il y a toujours quelque chose, il y a un lien évident dans l'histoire politique française récente qui a été très bien analysé par exemple par Didier Héribon, sociologue, dans son livre Retour à Reims, où il raconte comment ses parents engagés au Parti communiste dans la banlieue ouvrière de Reims finissent par voter pour le Front National au fur et à mesure que les années 90 avancent. Et donc cette gauche ouvrière très encartée, très militante, très suiviste, qui finit par se détacher peu à peu et basculer de l'autre côté. Moi, je pense toujours à ça, en pensant que le réservoir des voix de Marine Le Pen n'est pas constitué que de gens qui viennent d'une droite dure ou d'une droite ultra-catholique ou d'une droite traditionnaliste, mais elle vient aussi de la contestation sociale. On le voit, vous l'avez relevé, c'est 63%. Je pense que c'est le meilleur renseignement, le plus spectaculaire de ce sondage. 63% des gens qui votent, des électeurs de la France insoumise, qui seraient prêts, qui rallierait Marine Le Pen au second tour. Mais ça n'est pas si nouveau. Encore une fois, quand on reprend la porosité ou la passerelle qui en peut exister... En 2017, je citais les chiffres là, qui sont fiables. C'est entre 7 et 11%. Donc on est quand même, là, le gap, il est large. Je pense que Marine Le Pen, à un moment, représentait moins cette passerelle ou cette position que son père avait su un tout petit peu tutoyer et commencer à draguer à la fin des années 80, début des années 90, effondrement du Parti communiste pour différentes raisons, la structure vieillissante en France, la sclérose, l'effondrement du mur, la fin du mythe, etc., de l'idéal, des ouvriers qui se retrouvent face à un vide politique et la seule offre finalement qui vient labourer sur des terres paupérisées, c'est le Front National. Jean-Marie Le Pen avait su capter un peu cela, pas de façon massive, mais quand même avait réussi à canaliser un peu. Et puis, il y a eu sans doute à un moment où le Front National a, avec sa fille, incarné un discours peut-être moins radical, un peu qui se cherche. On le voit d'ailleurs, elle avait pris des positions plus modérées sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, bien à nouveau, ces mêmes électeurs de la France insoumise, peut-être à l'aune ou grâce aux gilets jaunes, au mouvement, aux contestations, à une ligne d'opposition frontale, aussi. Bien sûr à cause ou grâce, pardon, je n'y voyais aucune lecture favorable. Bien au contraire, si je puis me permettre. Et donc il y a ce retour ou cette possibilité pour des gens de se dire au second tour, que nous reste-t-il ? En rappelant que le match on sera peut-être au 3e match, Front National versus un Front républicain. Le premier auquel on a tous souvenir, parce que ne serait-ce qu'à cause des obsèques de Jacques Chirac, c'est celui où on s'est retrouvés tous surpris, fédérés,
derrière un front républicain qui nous a plus ou moins plu, mais peu importe, on était assez unanime. Le deuxième, c'est celui de 2017, qui n'est pas passé si loin, finalement. C'est passé loin parce que, a priori, en apparence, parce que Marine Le Pen a été incapable de tenir un débat entre les deux tours. Gageons que cette fois-ci, elle révisera ses fiches. Gageons qu'elle s'entraînera un peu, qu'elle ne fera pas la bringue jusqu'à 5 h du matin le jour du débat et que peut-être elle sera prête sur certains dossiers. Vous avez des infos, non? On a lu, après, il y a eu des très bonnes analyses dans Le Monde Magazine, rappelant la chronologie, heure après heure, de ce qui s'était passé la veille, montrant l'état d'impréparation et le fait qu'elle n'y croyait pas elle-même. Ce qui est le plus important, alors que cette fois-ci, Jordan Bardella y croit. Je crois dans ce qu'il dit, c'est-à-dire dans sa conviction, et je pense que Marine Le Pen doit commencer à se dire qu'effectivement, c'est peut-être possible. Je dirais à propos de Marine Le Pen en 2017 qu'elle avait peur de gagner. Oui, sûr, c'est la même chose. C'est la même chose. Et dans 2 ans et demi, ça peut être différent ou pas? Mais alors d'abord, si vous permettez, juste un mot sur ce que disait Jean-Philippe Moinet il y a 2 minutes. Il appelle de ses voeux, je le rejoins volontiers, les LR et le Parti socialiste, chacun de leur côté, à se ressaisir, et à revenir à leurs fondamentaux. Cantonner aussi le encore faut-il. populisme. Alors il faut pour ça a été dit, trouver le bon leader dans les 2 cas, etc. Il faut aussi savoir ce qu'il propose aux électeurs. Je veux dire, il y a un moment, par rapport à Macron, par rapport à Le Pen et même par rapport à Mélenchon, quelle est votre singularité? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, si on n'évoquait simplement d'un mot que la droite, le moins qu'on puisse dire, c'est que de Wauquiez, c'est le zigzag absolument permanent. Et les fondamentaux qui étaient une force, naturellement, on ne vit pas toujours là-dessus, une force de la droite, parce qu'on savait à qui on avait affaire. On était d'accord, on n'était pas d'accord. Ces fondamentaux, ils ont été piétinés. Bon, alors donc, la vérité, c'est pas seulement la recherche d'un leader, c'est la recherche d'un credo. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Et notamment le cordon sanitaire. Oui. Le Front National qui n'est plus ce qu'il était, c'est moins conseillé. Ça ne fait pas un projet politique. Oui. Non, mais c'était un repère. C'était un repère des électeurs. Mais peut-être aussi ce qui cristallise ce duel, c'est aussi le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative politique qui est proposée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dominique, mais le plus dur peut-être à saisir aujourd'hui, c'est au niveau de la droite, parce que Macron, c'est pour ça que je parlais de la droite. A saisi beaucoup. Voilà. Macron a saisi beaucoup. On l'a coupé dans sa démonstration. Non, mais François Fillon, la question c'est est-ce qu'à gauche, un projet aussi alternatif? Non, mais les deux. Il y a une interpellation qui s'adresse de tous, moi spécialement, mais aux 2 forces traditionnelles qui étaient les piliers, pas exclusifs, mais centraux de la vie politique depuis 50 ans. Et aujourd'hui, ils payent dans les sondages pour le moment, et aussi déjà dans les scrutins, une addition salée. Les Français sur ces bases-là, les Français n'en veulent pas. Et ce n'est pas seulement une question de leader. Alors, sur l'histoire du duel, pour le moment, Macron-Le Pen, je crois qu'en plus, et les uns et les autres, les socialistes et les républicains, et tout le monde, ont intérêt à faire attention au cas Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle s'est plantée lors de la présidentielle. Bon, n'y revenons pas, c'est un fait spectaculaire. Au point que, dans sa lucidité, Laurent Wauquiez était persuadé qu'on n'entendrait plus parler de Marine Le Pen. Et que, désormais, il allait peut-être pouvoir lancer une OPA. Non, mais c'était ça. C'était il n'y a pas si longtemps. On a le droit d'avoir des souvenirs. Pardon, je dis ça avec un petit sourire malgré les apparences. Et il était persuadé qu'il allait pouvoir faire une OPA sur un électorat en déshérence. On voit le résultat aujourd'hui. Non seulement elle est toujours là, mais cet électorat a gonflé et Laurent Wauquiez, je cherche où il est. Je crois qu'il est du côté de Rhône-Alpes. Bon, on verra. On verra pour l'avenir. Et donc, je dis, il faut faire attention. Enfin, faire attention. Il faut regarder Marine Le Pen parce que, finalement, d'intervention en intervention, elle est ce qu'elle est, la fille de son père, l'héritière d'un parti d'extrême droite que l'on sait depuis longtemps, un certain nombre d'éléments qui la caractérisent, mais il y a moins d'aspérité. Elle est en train de devenir, enfin, on n'y est pas tout à fait, mais que ceux qui n'aiment pas Marine Le Pen prennent garde. Elle est en train de mettre en place quelque chose qui ressemble ou qui ressemblerait à un parti attrape-tout. À partir de bases, évidemment, qui se situent très à droite. Attention, c'est plus la même qu'en 2017. En 2017. Et plus la même qu'il y a 15 ans. Bon, ça laisse pas mal de choses à commenter durant ces 2 prochaines années d'ici l'élection présidentielle. Restez avec nous le dimanche de l'info. Évidemment, continue, on parlera du climat social extrêmement tendu dans plusieurs secteurs, notamment à la SNCF. À tout de suite.